Bonsoir tout le monde. Définition du mot panique, qui trouble subitement et violemment l'esprit. Terreur extrême et soudaine, souvent collective. Après des mois à cogiter sur le scénario de cette nouvelle saison en NFL, chacun a sa manière d'appréhender le premier week-end et aussi de réagir à la fin de celui-ci. Je rappelle qu'à la fin de la week 1 de la saison dernière, Amon-Ra St. Brown avait fait que 2,8 points, Terry McLaurin 2,7 et DK Metcalf 4,4. Alors on se détend. Avons-nous quand même collectivement souffert de terreur extrême pour certains joueurs? Sommes-nous déjà au point de remettre en cause le ranking de certains? C'est le premier round-up de la saison de Fantasy Ballers. Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de saison 2025. Si vous êtes en live avec nous, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et si vous nous écoutez en podcast, bienvenue à vous. Je sens un peu de tension dans l'air et peut-être un début de panique, j'en parlais. Alors on va essayer de se recentrer tous ensemble. Et pour m'accompagner, j'ai évidemment 2 jolis compères. On va commencer par le grand chef évidemment, Marc. Bonsoir Marc, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien et ça va encore mieux depuis cette fabuleuse introduction. Vous m'avez manqué. Passe un bon week-end? Bon week-end de Ouais, NFL? Je sais que celui qui va nous accompagner, lui, a adoré ce dimanche, il m'en parlait en off et celui qui a adoré, c'est 99 Problems, le cher Aptin. Comment vas-tu, cher ami? Ça va super, je suis vraiment de fan des intros, ça me fait très penser avec la lumière un peu interrogatoire. Ouais, J'aimais un beaucoup. côté comme ça, ouais. Faut savoir que je suis dans le noir complet, sauf avec la lumière du podcast, donc ça rajoute une petite tension. Tension d'ailleurs qui a déjà bien démarré en cette week 1, on va en parler. Bienvenue donc dans ce round-up, donc nouveau nom mais concept quasi équivalent à ce que vous connaissez en sortie de week-end de NFL. Donc on va avoir une question philosophique pour commencer, la question philo un peu bizarre, pour commencer l'épisode et puis après on va rentrer dans le dur de ce qui s'est passé. Une question un peu globale sur le week-end bien entendu, les tops, les flops, concernant aussi les waivers All-Star. Alors évidemment, pour la Week 1, les waivers sont plutôt des bons draftés, on va dire ça comme ça, ou des underdogs. Et puis, le Monday Night Football, un petit peu de waiver wire quand même, et un petit état des blessures de tout le monde. Mais avant de commencer un peu tout ça, je voulais quand même faire un petit rappel de notre chaîne sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez trouver Fantasy Ballers, mais également sur X, Fantasy Ballers Fantasy Ballers FR sur Insta et Fantasy Ballers FR sur YouTube. N'oubliez pas également de soutenir le podcast. Il est à gauche de Marc. Là, vous avez un joli QR code pour venir soutenir notre podcast. On travaille de plus en plus, l'équipe s'agrandit. On a un site web fantasyballers.fr. On a un Substack fantasyballers.substack.com. Tout ça demande beaucoup de travail. On remercie énormément tous ceux qui nous ont déjà aidés et je vais du coup lister ceux de septembre. Merci à Dr Goot, merci à Jules NFL, merci à Gwenig et merci à Richard. Vous êtes des boss. Merci beaucoup de votre aide. Un gros bisou à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Pierrot38, Antonius, Lala Packers, Jules NFL, j'en parlais. Merci à toi. Et Camilla, Antonius, Florent de la Madrina. Merci à tout le monde. Et puis tous ceux qui nous écoutent en podcast, merci à vous. Après cette longue intro, on va pouvoir démarrer avec la question philo de la semaine. C'était la week 1, messieurs. L'été est long. On draft souvent, on adore drafter très très tôt dans l'année. Du coup, comment vous appréhendez un peu la week 1?
quel est votre état d'esprit avant, pour faire vos line-up et puis, au moment que le week-end démarre? Aptine, par exemple, comment tu es toi quand tu démarres une week 1 et est-ce que tu as une manière de faire un peu différente? Non, pas de manière de faire différente au fil des années. Il y a juste des depth charts, on n'est pas trop sûr, surtout qu'il y a beaucoup d'écrans de fumée qui sont envoyés la semaine juste avant les premiers matchs. Donc après, je pense qu'on sait tous à peu près à quoi ça va ressembler. Je n'ai pas vu trop de surprises en termes de workload. Il y avait des trucs qui sont assez disparates, mais je trouve que c'était une week 1 très dans la continuité de comment s'est fini la saison dernière. Et sur ça, j'en suis très content. J'ai quand même l'impression qu'on est un peu mid-season. Moi, je suis déjà sur mon canapé, donc tu vois, j'ai déjà lâché la chaise. Je suis déjà mid-season aussi chez moi. Mais je trouve quand même que c'était assez dans la continuité vraiment. Et ça, peut-être on va revenir quand on va un peu faire les zooms, enfin les différents zooms sur les matchs. Mais je trouve quand même qu'il y a une tendance qu'on avait vue en fin d'année qui est plus ou moins respectée en début d'année. Donc je suis assez content sur ça. Moi, je suis un vieux, j'aime pas la nouveauté. Marc, comment tu appréhendes toi les week 1 généralement en fantasy? Alors déjà, avant de parler fantasy, pour moi, week 1, le premier dimanche, le premier red zone de l'année, c'est chaque année le dimanche le plus marrant de l'année parce que tu sais absolument pas à quoi t'attendre. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on attend la NFL et donc déjà, ouais, pour moi, c'est juste la valeur de entertainment. Mais pour la fantasy, c'est vraiment, je veux voir, tu vois, une confirmation ou au contraire, des depth charts, dans le sens pas depth chart parce qu'on a vu pas mal de trucs, tu vois, dans la semaine qui menaient jusqu'à la week 1, les rookies en particulier, tiens, ils sont listés RB3 et cetera et en fait, la depth chart elle-même, elle veut rien dire. On n'est pas en train de jouer à un sport où tu as 11 titulaires et puis ensuite, tiens, il y a ce titulaire, il joue plus, donc hop, on passe au mec d'après. Il y a des changements sur chaque snap, donc ce qu'il faut, c'est pas la depth chart elle-même, c'est de voir, l'utilisation des joueurs. Quel est le rôle qui leur est assigné? Pour un running back, par exemple, est-ce que c'est eux qui ont les targets? Est-ce que c'est eux qui ont la goal line? Est-ce qu'ils font, 25 carries, mais c'est que des first, second down, à la Najee Harris l'année dernière? Voilà, c'est tous ces trucs-là qui, moi, m'amusent, d'essayer de déciférer. Mais, mais par contre, ouais, ça prend du temps parce que, un peu comme dit Aptine, ouais, on a été un peu dans la continuité de l'année dernière sur certains trucs, sur d'autres, ça a été très différent et du coup, sur les trucs qui ont été différents et dont on parlera ce soir, faut aussi pas paniquer nécessairement. En particulier, justement, si on voit une utilisation ou un contexte qui explique une contre-performance ou au contraire, qui peut expliquer, une super performance d'un joueur qu'on voyait pas venir. C'est ce contexte-là qu'on essaye de déchiffrer ici et de comprendre si c'est une tendance qui peut se confirmer ou si c'est simplement un one-off. Un one-off qui, s'il arrivait week 8, on se poserait pas la question. On aurait vu 7 semaines d'un mec qui fait rien, tout d'un coup, il fait une perf de ouf. On se dit pas, ah, mec, alors que là, on se dit, mince, ce week-end, on a peut-être raté un truc. Donc, voilà, c'est ça qu'on essaie de déchiffrer. J'ai passé pas mal de temps aujourd'hui à essayer de voir les stats, pour essayer de comprendre tout ça. Et d'ailleurs, comment tu regardes le red zone? Est-ce que t'as quand les Giants jouent à 19h, est-ce que tu as un écran sur le red zone, un écran sur les Giants ou Alors, c'est full red zone? historiquement, alors déjà, honnêtement, les matchs de 18h pour moi, Mmh. en vrai, j'ai du mal à les regarder parce que j'ai encore, toute l'intendance, familiale à faire. En général, je regarde le 1er quarter à peu près. Après, j'ai un peu de mal et si j'arrive à avoir tout le monde au lit, je regarde la fin et donc bref, mais au-delà de ça, d'habitude, je regardais juste Red Zone et là, je me suis offert Multiview avec, le Dazen Ultimate qui coûtait seulement 20 balles de plus et du coup, ouais, j'ai mis les Giants en petit à côté du Red Zone, ce qui m'a permis de voir qu'on n'avait jamais le ballon et que je ratais Et rien. et toi, Aptine, tu fais comment? Comment tu regardes le red zone? Quand Red les Zone Steelers jouent à plus. 19h? Ouais, bah Red Zone et alors moi déjà je suis un peu plus radical que Marc, on a le même nombre d'enfants sauf que moi j'envoie tout le monde au charbon hors du salon, le salon est à moi le dimanche à partir de maintenant. Donc 19h j'étais bien présent et ouais, c'est Red Zone sur la télé et sur mon ordi, je regarde les Steelers. Avant de me faire kicker à chaque fois des streamings bancals que je trouve. On parlait de panique et de gestion de roster, Marc, en tout cas, heu,
Jupapi, lui, est déjà prêt à vendre tout son roster. Donc, il y a des belles promos à faire. Moins 40%. Donc, Tu si dois avoir vous beaucoup de avez, Dolphins, j'imagine, Jupapi. si vous avez Jupapi dans votre ligue, n'hésitez pas à lui faire des offres. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Un fait marquant, Aptine, garde la main. Un fait marquant que tu gardes en fantasy ce week-end. Je vais en profiter pendant que tu me parles pour afficher les résultats de notre joli week-end. Voilà, je t'en prie, Aptine. Quel est le fait marquant pour toi? Je trouve Peut-être des qu'il y a... dauphins, non? Ouais, les dauphins, les dauphins, les dauphins. Donc, je comptais peut-être arriver, enfin, je pense que je vais encore en reparler tout à l'heure dans mes flops, mais on avait quand même beaucoup d'idées, et peut-être après on essaie un peu de se cacher derrière ces idées pendant l'été, de dire que non, le coaching, enfin, les joueurs sont les mêmes chez les Dolphins, le staff est plus ou moins le même, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je dis pas qu'ils vont gagner des matchs, mais qu'en fantasy, ça ne marche pas. Tyreek Hill est un bon joueur, on le voyait dans plus en plus de drafts tomber au troisième tour. Moi, je le voyais beaucoup de troisième tour sur la fin. Je me dis, je comprenais pas pourquoi en fait il tombait aussi bas. Et je me dis, bah, si tu as le troisième tour, ça reste une bonne plus-value. Mais en fait, je me rends compte que non, pas du tout. Tous les un peu, toute la fumée qu'on voyait, bah, en fait, il se passe vraiment des choses très graves. Et pour moi, le fait marquant, c'est vraiment la saison qui va être sûrement jetée à la poubelle des Dolphins plutôt que prévu. Marc, quel est ton fait marquant du week-end? Bah moi je triche un peu, j'ai pas vraiment un fait marquant, mais d'abord j'ai constaté que le scoring en fantasy était très très bas globalement pour la semaine jusqu'à ce Bills Ravens incroyable d'hier soir. Mais en allant me coucher hier, je regardais un peu les top scores et tout ça et les joueurs en général et je voyais pas énormément de gros résultats avec des big plays, des mecs qui marquent 25, 30, 35 points. Et l'autre fait marquant, c'est que on a eu des rookies qui ont brillé pour leur premier match. On a eu Tyler Warren qui a mené son équipe en target, Harold Fanin à Cleveland qui a mené son équipe en target, Krusky Merritt qui a eu un rôle presque de starter. Je suis pas sûr qu'il ait starté. Je crois que techniquement il a pas starté pour Washington, mais il a eu plus de carry. Il a eu le rôle de Brian Robinson et surtout Emeka Egbuka. Encore se foutre de ma gueule. 2 touchdowns, dont le touchdown de la gang sur une passe magnifique de Mayfield, qui a lui aussi, je crois, peut-être pas lead en target, mais en tout cas lead en snap offensif parmi les receveurs de Tampa Bay. Donc, ouais, des bons rookies qui ont bien géré ce premier match. Ouais. Je rebondis, Aptine, sur ce que tu dis par rapport aux Dolphins. Si on traduit ta pensée, puisque tu me l'as même noté dans le conducteur, bordel à venir sur le marché, comment tu le traduis en fantasy? Est-ce que du coup, quand tu possèdes des joueurs des Dolphins, est-ce que tu souhaites des trades? Est-ce que tu paniques? On en parlait tout à l'heure, la panique face à certains résultats de joueurs. Ça veut dire quoi, les Dolphins sont ton fait marquant du week-end en fantasy? En fait, c'est vraiment la suite qui me fait peur parce que rapidement, tu peux dire que ça va être une saison qui va être arrêtée week 6. Ils ont que des blessés, ou en tout cas toutes leurs stars, c'est des personnes qui ont un gros passif de blessures. Tu as prochaine commotion, il va peut-être vendre des cheeseburgers l'année prochaine, peut-être sa carrière NFL est peut-être finie. On ne sait pas. Tyreek Hill, on en avait parlé déjà lors du dernier épisode. On se disait, c'est quoi le panic meter? En tout cas, c'était quoi nos prévisions? On se disait qu'il va demander un trade. On avait dit week 3 ou 4. Je ne sais pas si vous avez vu, au bout de 15 minutes, il y avait la caméra qui était en plein soleil, il était en train de craquer. Antonio Brown style sur la sideline. Donc en gros, Ouais. pour moi, Tyreek Hill, surtout avec les besoins qu'il commençait à avoir dans nos équipes type Kansas, pour moi, ce ne serait pas impossible qu'ils demandent un trade et qu'ils acceptent de le lâcher pour un 4e, 5e tour, tout ce que tu veux. Pour moi, ça peut être enfin, c'est que ce qui peut arriver rapidement. Jen Waddell, on sait qu'il est quand même assez blessé, et Hachan aussi blessé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une équipe comme ça? Est-ce que dès maintenant, avec ce qu'ils ont montré, on sait que c'est un peu mort, on se donne 4 semaines, sauf que dans les 4 semaines, ils vont jouer, j'avais vu les Bills, et je crois qu'il y a les Patriots en week 2. Donc très rapidement, en fait, ils peuvent se retrouver à 4-0, 4-0 AFC East. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est pour ça, moi, je dis bordel à venir, parce que pour moi, c'est pratiquement sûr et certain que Tyreek Hill ne finit pas la saison chez eux. Et que qu'est-ce que tu fais de tes stars? Est-ce que tu es shut down plus tôt que prévu ou pas?
Donc en gros, moi, c'est vraiment des nœuds au cerveau que je vais m'éviter. J'ai pas beaucoup de Dolphins dans mes équipes. Je crois que j'ai peut-être Etienne dans une ou deux. Et Etienne était déjà questionnable avant le match. Donc ça devient. Je me dis que si les résultats ne vont pas avec. Enfin, s'ils gagnent pas, bah, clairement, en fait, il y a quelque chose qui va être. Il y a un bouton qui va être appuyé. Alors, Marc, je suis intéressé de voir ta réaction à ce que vient de dire Aptin et savoir ce que tu penses des joueurs qui ont été cités, donc Tyreek Hill, Tua, Waddle, Etienne. La section d'après, c'est votre match marquant du week-end et surtout en fantasy, qu'est-ce que vous en sortez? Toi, Marc, tu avais justement Indiana contre Miami. Donc, je te laisse enchaîner sur Miami et donc sur ce match. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion en fantasy? Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Aptin, par exemple? Ouais, globalement, c'est sûr que ça pouvait pas être bien pire pour démarrer l'année, ce match contre Indianapolis. Comment il s'appelle, Jalen Waddle, régulièrement blessé, et puis même quand il n'est pas blessé, il est sorti du match à certains moments. Tyreek Hill, à mon avis, le mieux pour tout le monde, c'est s'il pourrait aller aux Chiefs assez rapidement. Je ne sais pas si c'est une possibilité sérieuse ou pas, mais en tout cas, je pense que ça arrangerait à la fois les Chiefs, Tyreek Hill et potentiellement les Dolphins d'un mal de tête qui pourrait grossir. Alors j'ai même pas pu tellement voir Tua parce que comme je te dis, je regarde le Red Zone, donc il n'était pas souvent à l'écran. Pas pour la bonne raison. 26 points. Ouais, il n'était pas souvent à l'écran, donc du coup, je sais pas trop ce qu'il a fait. Je sais juste qu'il a vraiment pas bien joué. Achane, il a marqué un touchdown, mais en garbage time qui sert à rien. Enfin, qui nous sert. Ouais, en fantasy, il nous sert exactement. En fantasy, il nous sauve, mais pour les Dolphins, ça servait à rien. Finalement, Oli Gordon, il a pas beaucoup joué. Malik Washington, c'est lui qui a joué le plus de snaps, mais c'est Malik Washington, quoi. Il n'y a plus de tight end. Enfin, côté fantasy, on ne sait pas trop quoi faire. Le meilleur scénario possible, c'est qu'il soit nul, mais qu'il garde toute l'équipe qu'on a draftée et qu'il continue, enfin pour nous, en fantasy, je parle, qu'il continue à faire jouer les Jalen Waddle, les Etienne. Peut-être que Hill s'en aille. Comme ça, c'est à la fois bien pour Hill, à la fois bien pour Waddle. Et que du coup, ces joueurs-là, en fantasy, ils marquent des points parce qu'ils marquent des points en garbage time. Mais j'ai bien peur que Tua, comme le dit Aptin, franchement, ça commence à faire beaucoup. On sait qu'en plus, il est à un choc à la tête de peut-être plus pouvoir jouer. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Il a pris un sacré tampon d'ailleurs. Il en a repris un. Ouais. Il en a repris un magnifique tampon. Je te garde la main puisque ce match avec un adversaire qui a été bien surprenant quand même, c'est Indiana. On parlait beaucoup de l'offense, comme quoi on avait quelques petites interrogations, quelques grosses interrogations, voire même des grosses frayeurs par rapport à Indiana. Surpris ou non, Miami était trop nul pour te surprendre? Il faudra voir la confirmation, évidemment. Je ne sais pas contre qui il joue week 2, mais le premier match a été excellent. Un peu l'inverse, hein. Franchement, c'était un match tellement à sens unique. Il ne pouvait pas être plus parfait. 2 stats, si vous ne les avez pas vus sur Daniel Jones, une qu'ils ont dit pendant le Red Zone, c'est la première fois, et d'ailleurs, depuis, il disait c'est la première fois ce siècle, mais en fait, j'ai vu que c'est la première fois depuis genre 1978 qu'une équipe marque sur chacun de ses drives. C'est assez ouf de penser que c'est Daniel Jones qui est à l'origine de cette stat. Et la deuxième, c'est le premier quarterback qui marque 2 touchdowns à la course et 1 touchdown à la passe sans interception pour son premier match dans une nouvelle équipe depuis Daniel Jones, quand il a commencé pour les Giants. Donc, toujours intéressant ce Daniel Jones parce que maintenant, je peux le regarder un peu sans le... sans lui insulter ses parents, tu peux le dire. Vas-y. Non, parce que moi, je suis un peu l'inverse. Je suis toujours celui qui essaie de défendre ses joueurs, même quand ils sont nuls. Et du coup, j'ai parfois tendance à essayer de trouver toujours les bonnes excuses. Mais là, c'est plus le cas, donc je m'en fous. Et je serais intéressé de voir. J'étais content qu'il gagne le battle, pas pour mes fantasy, parce que j'ai Anthony Richardson dans pas mal d'endroits en dynastie. Mais j'étais content pour lui qu'il gagne la bataille. Et franchement, je pense qu'il peut peut-être être une surprise cette saison en fantasy. On sait qu'il a un upside à la course assez énorme. L'année dernière, il n'a pas couru parce qu'il revenait de ses ligaments croisés. Mais en 2023, il rajoutait 6-7 points en moyenne par match à la course.
il scramble autant que Jaden Daniels. Et il a un peu le côté, le stéréotype. Franchement, si tu regardais ses stats pures et sans regarder sa tronche, sa gueule, t'aurais pas dû. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a un peu c'est comme au basket, le stéréotype du joueur blanc, et on se dit, ah bah, il court pas. Mais en fait, il est pas puissant comme Josh Allen. Il court et il court vite. Et tout le monde se fout de sa gueule pour la fois où il s'est cassé la gueule comme un con, la fameuse image que tout le monde connaît. Mais sincèrement, il peut avoir des stats comme Jalen Hurts, comme, alors je vais me faire insulter par tout le monde, mais il en est capable. Et la question, c'est est-ce qu'il peut ne pas se blesser? Parce qu'il s'est quand même pas mal blessé dans sa carrière aux Giants. Et est-ce que la ligne offensive peut l'aider à être protégé? Sinon, au niveau des armes, il a des armes. Il a Tyler Warren, on en parlait tout à l'heure. Il a Michael Pittman. Il a Alec Pierce. Il a un super running back, Taylor. Ils ont un backup, DJ Giddens, qui a tenu le score, enfin, qui a porté le ballon en deuxième mi-temps pour maintenir le score. Est-ce que c'est vraiment les Dolphins qui sont nuls, ou est-ce que finalement on va être surpris par Daniel Jones? Et pour la fantasy en particulier, avec cet upside à la course, à mon avis, chaque année, il y a un ou deux mecs qui sortent de nulle part. L'année dernière, c'était Sam Darnold. Moi, je recommanderais à tout le monde d'aller voir si Daniel Jones n'est pas dispo sur le waiver, parce que je ne serais pas surpris s'il finissait top 10. Après, il peut très bien finir hors du top 20 aussi et être complètement nul, mais ça ne vous coûtera rien pour le découvrir. Ça joue Denver, Tennessee, les Rams et Las Vegas dans les 4 prochaines semaines. Aptin, concernant les Colts, Marc l'a mentionné un tout petit peu, mais il a plutôt fait le focus sur Daniel Jones, bien entendu. Quid des skill positions? Est-ce que tu as Michael Pittman, Tyler Warren ou Jonathan Taylor dans d'autres ligues? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? On surfe sur cet espoir que les Colts soient meilleurs que prévu, ou alors attention à la retombée au week 2 contre Denver? Non. Alors moi, j'ai aucun joueur des Colts, mais bon, je pense que je peux quand même en parler. Mais j'ai Moi non aucun plus. joueur des Colts parce que Taylor, je l'ai banni depuis que je l'avais pris en très haut et qui m'avait fait une saison cataclysmique il y a, je crois, 3 ans maintenant. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ma vie parce que elle est triste. Mais plus sérieusement, les Colts restent une équipe qui, on parle toujours des Colts parce qu'ils gagnent toujours des matchs. Ils font pas les playoffs, mais c'est ces équipes qui vont faire 7, 8, 9 victoires et qui jouent bien au football. Et d'année en année, déjà, la défense est plus que correcte. La ligne, à part avec Andrew Luck, est bien sur les dernières années. Et au final, un joueur comme Daniel Jones ne va pas, je pense pas qu'ils peuvent gagner un Super Bowl, mais tu sais pour moi, ils vont gagner beaucoup de matchs dans une division qui est relativement facile. C'est qui? C'est Houston, Jaguars et Titans, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, je sais pas qui. Il n'y en a aucune de ces trois qui a impressionné week 1. Clairement pas. Donc tu dis une équipe qui est, on va dire, below average, above average, même je dirais au final, qui joue bien et qui est forte un peu partout, parce que comme Marc le disait, receveur ça fait le taf, tight end ça fait le taf, bonne inoffensive, bonne défense, ça sera peut-être suffisant pour que Daniel Jones marque des points. Après, moi, le seul problème que j'aurais, c'est qu'il y a sûrement un joueur par match, max 2, qui va marquer des points autres que Daniel Jones, à savoir sur quel receveur ça va être. Est-ce que ça va toujours être le tight end? Qu'est-ce qui va devenir avec Michael Pittman, qui est plus ou moins un tight end plus rapide? Alec Pierce, tu sais que c'est que des gros plays, il va faire un catch immense de 30-40 yards, et tu vas dire il est incroyable, ça va être le seul catch qu'il va avoir parce que c'est passé sur le red zone. Donc une équipe qui joue bien, mais en termes de fantasy, pour moi, ça va être un peu difficile de voir une certaine trend. Et même si tu en vois, je pense qu'il ne faudra pas être choqué de voir un Tyler Warren à faire un 0 le week où tu starts. Garde le micro et parle-nous de toi, ton match marquant. C'est évidemment tes Steelers. Exactement. Qui gagnent de 2 points contre les Jets. Le Roger Zico ou le Phil Zico, ça dépend où vous vous situez. Qu'est-ce que tu en retiens de ce match? C'était le plus beau match qu'on a eu de la première salve de 19h. Non, mais c'était clairement le plus beau de 19h. J'avais pas fini, tu commençais déjà à te foutre de ma gueule. Au final, à part Bill, je pense même que c'était le plus beau match de la soirée. Et en fait, c'était sûrement le match qui a le plus surpris. Moi, je crois que j'avais annoncé un score de 6-9, comme quoi je suis plus un fantasy bowlers, mais je devine pas les scores des matchs. Mais c'est typiquement, et que pour tes bonnes raisons, je trouve un match qui a ravi un peu les personnes qui le regardaient. Si tu es fan des Steelers, tu as vu enfin une offense qui fait avancer la balle de manière intelligente.
On a vu un jeu au sol extrêmement pauvre. Après, il y avait aussi des personnes assez fortes contre la course en face, donc aussi pour ça Et qu'on n'a pas oui. vu vraiment de grands jeux à la course. Mais en fait, on a vu juste un quarterback qu'on n'a pas vu depuis Big Ben qui donnait les bons ballons au bon moment. Il s'est fait saquer 4 fois, mais il fait, je ne sais plus combien de yards, moins de 300 yards, mais 4 TD pour 0 interception. Ça, c'est ce qui nous manque depuis littéralement maintenant 5 ans. Et aussi qu'on gagne le match à la fin, des bonnes décisions, tu dois prendre le sac, tu prends le sac. Et franchement, j'ai adoré ce que j'ai vu. Même si le premier play, il se fait saquer, mais genre dégueu. Premier ballon à Metcalf, il a drop, je me suis dit ça va être une saison horrible. Et au final, ça s'est extrêmement bien passé. Ce que j'ai retenu du match, c'est hors l'attaque l'attaque Rodgers que j'ai beaucoup regardé, c'est l'offense des Jets. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'offense des Jets, en tout cas, marque, parce que moi j'étais assez high sur Justin Fields, mais je pensais qu'il allait se faire un peu shutdown parce qu'il a passé 1 an avec nous, on sait comment il joue. Ça va être un match qui va être extrêmement dégueu, sûrement des field goals à gauche à droite, et en fait, c'était un match où il a marqué 66 points, où le meilleur receveur, où les 3 stars des Jets ont fait des super matchs contre une excellente, si ce n'est peut-être l'une des meilleures défenses de la NFL avec les Steelers. Certes en rodage, parce qu'il y a quand même 3-4 nouvelles personnes qui sont arrivées, ça va pas tout cliquer en week 1, mais quand même, Brissot a fait un putain de match, plus de 100 yards à la course. Justin Fields a fait très 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 peu d'erreurs, avec je crois 1 ou 2 TD à la course en plus de ce qu'il a fait, donc ça fait plus de 30 points en fantasy contre une super défense. Et Wilson qui fait un peu moins de 100 yards à la réception, plus un touchdown. Moi, franchement, je suis super content de me dire que, même pour les Jets, de se dire que au final, là, cette année, ça va être une saison où, en tout cas, ils peuvent développer ou peut-être construire autour de Justin Fields. Moi, je suis assez partisan de Justin Fields quand il était à Chicago, de dire qu'il n'était pas bien entouré. Ils l'ont bougé pour prendre Caleb Williams, et on voit qu'il n'était pas bien entouré non plus, Caleb Williams à Nana, et c'était dégueulasse. Maintenant, dans cette équipe qui joue pas grand-chose, malheureusement, ils ont déjà perdu un de leurs meilleurs tackles, j'ai oublié le nom. Mais je me dis que ça peut être comme une saison intéressante pour les Jets, et surtout en termes de fantasy, où peut-être un peu un Breece Hall qui sera en dedans sur certains matchs, parce qu'avec on sait ce que Justin Fields prend, il prend les carries sur la goal line, et ça c'est un problème pour les running backs. Mais je suis quand même très content de l'offense, de ce que les Jets ont fait en offense. 16 sur 22, Marc, Justin Fields. Est-ce que c'est un sell high du coup? Non, ça dépend toujours. À chaque fois qu'on me pose cette question, ça dépend du marché. Mais tu lis mes pensées, justement. 16 sur 22, c'est avec 12 carries, 2 touchdowns à la course. C'est une ligne de stats à la Jalen Hurts. Ouais, tout à fait. Donc, Garrett Wilson, moi, super content qu'il ait été ciblé autant, parce que j'avais des doutes. Malheureusement, il a été ciblé énormément sur un volume assez faible. Donc, à voir si ça peut se maintenir dans tous les scénarios de match, etc. Mais Fields, pour moi, c'était un joueur que j'ai pas mal drafté, je crois, et que je ciblais beaucoup dans les drafts, parce que je trouvais qu'il était trop bas, simplement parce que même, c'est typiquement le genre de joueur, son seul ennemi, c'est sa qualité réelle en NFL, qui peut être bench. Donc il y a 2 ans à Chicago, on savait que c'était un peu la fin de cycle. On se disait, bon, s'il commence à perdre, ils vont le bench pour pas qu'il se blesse, pour pouvoir le trader. L'année dernière, aux Steelers, il y avait Russell Wilson qui revenait, donc il a fait quelques matchs. Les Steelers, ils avaient un truc à jouer vraiment en playoff dans une grosse division. Donc au bout de 5-6 matchs, ils l'ont fait sortir au profit de Wilson. Mais pendant ces 6-7 matchs, il était QB6, je crois, à ce moment-là de la saison, en fantasy. Parce qu'il a un upside de maboule avec ce qu'il fait avec ses jambes. Et donc là, pareil, pour moi, sell high, ça dépend. S'il y a un mec qui pense qu'il va être top 4, ouais, ok, si tu peux avoir... mais c'est même pas le cas, parce que Josh Allen, Daniels, Hurts et machin, Lamar ont tous fait des bons matchs. Donc il n'y a pas vraiment un buy low, tu vois, ça dépend si tu... Alors après, si tu as drafté, comme moi, j'ai drafté en trophée FB, j'ai drafté 3 QB, parce que je comprenais pas pourquoi personne draftait de QB. J'ai Caleb Williams et Jordan Love. Jordan Love a fait un match correct. Caleb Williams, on va voir ce soir ce que ça donne. Si effectivement, un ou deux de ces mecs-là se mettent à super bien jouer, je ne serais pas contre vendre Justin Fields contre un running back ou quelqu'un qui peut m'aider ailleurs, tu vois. Mais là, pour le moment, je dirais pas sell high, parce qu'à mon avis, les gens, ils y croient pas trop. Ils pensent pas qu'il va... Et à moins d'obtenir une valeur de, je dirais, QB7,
Ah, mais j'ai fait une question putaclic, il faut bien faire du buzz, Bien bien sûr, entendu. il faut, mais et tu vois, je suis en train d'y répondre tout en faisant ma réflexion dans ma tête en Eh même ouais. temps que je fais la réponse, là. À moins d'obtenir, ouais, une valeur QB7 ou un truc comme ça et d'avoir ou d'avoir un autre QB et de se dire: «Bah, tiens, je peux récupérer un bon joueur», parmi tous les busts dont on va parler tout à l'heure, là. Peut-être il y en a qui où les gens paniquent. Peut-être, mais à mon avis, il est pas si loin de ce qu'il est capable de faire, là. Dans une ligue où j'avais perdu, dynastie, où j'avais perdu, Will Howard, j'ai tenté de vendre Zach Charbonnet contre Justin Fields justement, Mmh. histoire d'avoir à un moment donné un 3e quarterback, il m'en manquait un. Bah, dernière seconde, malheureusement, il a dit non, Ouais, et malheureusement, ouais. il m'a envoyé un message, hier soir, «Ah bah, finalement, il démarre bien, j'ai bien fait de pas te l'avoir vendu». Ouais. Et oui. Petite question, vous voyez là, il y a les scores de la semaine, au milieu de votre écran. Pour ceux qui nous écoutent, on a un visuel également avec les matchs de jeudi et de vendredi, et puis évidemment le match de la nuit là. Je pense que Bills, Ravens, outre le fait qu'il ait été magnifique et qu'on a tous adoré regarder soit le match, soit le résumé, d'un point de vue fantasy, on n'apprend pas grand-chose. Je pense qu'on est tous d'accord. Mis à part peut-être, et on en parlera dans les top et flop, une performance très haute de Keon Coleman, et notamment qu'il a été targeté énormément, sinon on n'apprend pas grand-chose. S'il vous plaît, messieurs, on parlera de Keon Coleman dans un petit instant. Moi, je voudrais juste parler des Chargers qui ont fait un magnifique match contre les Chiefs. Et donc, j'ai 2 questions sur ce match à vous poser avant qu'on passe au top et flop. Est-ce que, Aptin, Omarion Hampton a été hypé trop tôt? Je pense pas en fait, c'est le problème des running backs rookies où en fait, on jette dessus. Je vais juste parler des Steelers parce que Caleb Williams, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu dans une équipe qui marche bien, qu'avec un bon coaching staff, ils vont jamais donner toutes les clés du camion à un première année. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que là, en plus, ils sont dans une équipe qui est relativement complète. Et ça, on l'avait déjà vu en fin d'année. Après, on sait qu'Herbert, que quand ça marche bien, ça marche très bien. Mais quand ça marche mal, il va te vendanger 2 matchs d'affilée. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je dirais pas hyper trop vite ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps et qu'ils n'ont pas besoin ils sont dans une situation où ils n'ont pas du tout besoin de rusher et de lui donner beaucoup de carrés et de fumer. Marc, une J'ai essayé réaction? d'être Ouais, concis. Super. si je peux me permettre, Bah oui, bien sûr. Je suis d'accord avec Captain sur un point, c'est que les rookies, c'est vrai que depuis Zeke Elliott, qui avait pris la ligue by storm, peut-être d'autres depuis, mais rappelez-vous même Bijan Robinson, talent générationnel, etc. Les 2-3 premiers matchs, je me demande même si c'était pas techniquement Tyler Algier le starter. Il faut être un tout petit peu patient. Là où, par contre, je réagis par rapport à ce que disait Aptin, pour être très clair, Caleb Johnson, il a eu un carry. Il a pratiquement pas joué. Il a été un non-facteur alors qu'ils ont fait jouer Kenneth Gainwell et Warren, Jalen Warren. Omarion Hampton, lui, il a eu quasiment tout le volume des running backs, 94% des rushs, une toute petite target share, mais ça, on sait que les Chargers et surtout leur coach sont pas connus pour faire beaucoup de passes à leur running back. Mais il a eu quasiment tout le volume. Alors, on sait que Najee Harris revient d'une blessure à l'œil, il a pratiquement pas entraîné de l'été et tout ça, mais c'est quand même très intéressant pour Hampton. Et ce qui m'a surpris, c'est plus le fait qu'ils avaient un plan de jeu où ils faisaient que des passes contre Kansas City, ça a Ouais. super bien marché. Est-ce que c'était un plan de jeu pour essayer de surprendre Week 1 justement, plutôt que. Mais en tout cas, à chaque fois que je regardais le résumé, c'était les Chargers drop back et ils font une passe. Tous les 3 receveurs, Keenan Allen, McConkey et Johnston, ont été targetés énormément. Mais je suis pas super inquiet pour Hampton et lui, ça serait presque un mec que je commencerais à regarder, tu vois, Mmh. dans le genre de rapide buy low après une semaine ou deux où tu te dis, tiens, les mecs, ils n'ont pas trop regardé les stats, les underlying stats, ils ont juste vu le 7 points. Ils se sont dit, oh, c'est C'est pas. dur de bailo des rookies. C'est Je vraiment suis d'accord, tellement dur. mais parfois, tu sais pas. Enfin, je suis d'accord avec dans les ligues de justement
de gens qui ont de l'expérience, mais parfois, tu dis, le mec, il est rookie, ils le connaissent pas bien. On leur a dit que c'était un super joueur, fallait utiliser leur 3e pick pour l'avoir. Là, tu peux le buy low pour, je sais pas, un mec qui a fait un bon match. Éventuellement, de toute façon, c'est des trucs à explorer. Mais en tout cas, je suis pas super inquiet pour Hampton. Là où je te rejoins, c'est que je pense qu'on hype un peu tôt les rookies en général. On croit qu'ils vont sortir. L'ADP, Ouais. il était Mais quand l'ADP, même si tu veux, elle reflète, pour moi, l'ADP, parce que moi j'ai été coupable ou coupable, si tu as envie de le dire, de drafter Omarion Hampton, je crois, aussitôt que la fin du 2e round dans une ligue TDA. Et j'ai drafté Henderson à la fin du 3e round. Donc 2 rookies. Et ils ont tous les deux pas fait un match ouf. Mais pour moi, cette ADP, elle reflète leur potentiel pour le reste de la saison, à partir de week 4, 5, 6, tu vois. Et donc, je panique pas à l'idée que pendant 3-4 semaines, ça soit un peu long. Alors, Hampton, il a le rôle. Henderson, il a un peu moins le rôle. Il avait les passes, mais pas trop les carries. Mais si tu veux, je panique pas vraiment quand je vois qu'ils jouent et qu'ils sont impliqués. Après, s'ils commencent à être nuls, ça sera une autre Et histoire. comme le dit Nimodo, le vrai problème, c'est que courir contre les Chiefs, c'est toujours compliqué. Exactement. Donc, il faut voir week 2. Sur ce match, rapidement, petite question comme ça. Est-ce que les difficultés de l'offense des Chiefs, et notamment aussi des problèmes à la réception, des blessures et tout, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les managers possédant Travis Kelce? Aptin. Non. Non, vas-y, Marc, vas-y. Vas-y, Marc. Tu avais levé la main. Je suis devenu un spécialiste Kelce, je sais pas vrai. Vas-y, Marc. Vas-y, Marc. Bah, du coup, tu pourras me contredire si t'es pas d'accord avec moi. Non, alors moi, du coup, j'ai entendu ta réponse. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle non plus. Je pense que c'est exactement ce qu'on avait dit déjà dans notre émission de mardi dernier. Il va profiter du fait qu'il n'y ait pas Rashee Rice. Il peut profiter du fait maintenant qu'il n'y ait pas Worthy, potentiellement pendant plusieurs semaines. Il peut profiter de tout ce qu'il veut. En tout cas, il n'y avait ni Worthy ni Rashee Rice dans ce match et il n'a quasiment pas été utilisé une seule fois. Il a fait 10 points et quelques sur une réception et un touchdown. S'il n'y avait pas cette réception et ce touchdown, on serait en train de dire quel bust et c'est une catastrophe. Donc, encore une fois, je regarde le underlying usage et ça ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas vu un Travis Kelce en qui je peux avoir confiance. Rien à ajouter, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ça, tu le vois très, très clairement dans les images. C'est que les Chiefs ont couru après les Chargers tout le match, mais à aucun moment, il y avait des plays qui étaient pour Kelce. Littéralement, 3e quart-temps, il n'y avait aucun play qui était pour Kelce. Moi, je me disais, mais attends, mais je comprends pas, ils sont les points de Kelce, parce que là, en fait, quand tu regardes le match, tu dis, là, ça commence à faire des passes. Quand tu as des ligues assez marrantes, c'est 1 point de réception, plus 1 point parce que c'est un tight end, plus 2 points s'il sort avec une fille blonde. Et tu as plein de trucs assez marrants. Et en fait, là, typiquement, je me disais, mais attends, mais me dis pas qu'il a tout fait avec une seule play, ça a été le cas. Donc, c'est exactement ce que Marc disait et ce que j'allais dire aussi. Donc, je suis. Là, tu es devenu un spécialiste de quel site toi aussi, Marc? Eh bien, Marc, donne-nous ton top. Alors, pour ceux qui, excuse-moi de te recouper, pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc les tops de la semaine pour Fantasy Bowler, c'est Josh Allen, évidemment, en quarterback, avec Justin Fields, Derrick Henry, Bijan Robinson et Javonte Williams en running back, Zay Flowers, Emeka Egbuka, Keon Coleman en receveur, et puis no tight end, Dalton Kincaid, tiens, et Brock Bowers. Du coup, Marc, tu as envie de highlighter qui en particulier dans tes tops? Alors, juste avant de vous le dire, c'est pour éviter mais on a oublié un tel ou un tel. Je le fais de manière assez scientifique, ce classement, pour justement éviter trop d'émotions. Je mets toujours 2 pour chaque catégorie, 2 QB, 3 running back, 3 receveurs, 2 tight end. Donc parfois il y aura plus de receveurs qui manquent, etc. Ou vice versa. Et pour les tops et les flops, enfin pour les tops, il faut que ce soit des mecs qui sont dans plus de 70% des rosters. Les flops, il faut que ce soit genre plus de 90%, ça doit être des mecs qui en sont startés un peu partout. Et pour les waiver all-star, il faut que ce soit des joueurs qui sont dans moins de, dans la plupart des cas, sauf une exception ici, 60% des ligues. Donc voilà, c'est tout. Donc pour répondre à ta question, les tops, je pense que hier, j'ai vu Derrick Henry au début, premier quart-temps, après avoir justement vu le red zone et m'être dit, tiens, il n'y a aucun running back qui a vraiment été exceptionnel. J'ai vu Christian McCaffrey être utilisé comme un malade à la passe, à la course, dans toutes les situations et ne pas produire de big play.
Et là, je regarde le premier quarter de Derrick Henry, et à chaque fois que le mec prend le ballon, j'ai l'impression qu'il est encore plus rapide, plus vif qu'il y a 5 ans. C'est un Plus truc de tonique, fou. ouais. Hein, c'est un truc de fou. Je vois prendre le ballon et je me dis, putain, il va faire 40 yards. Et donc, il m'a vraiment impressionné. Il a marqué 2 touchdowns très rapidement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ouais, c'est le RB1 de la semaine. Il mérite son highlight. Et tu disais tout à l'heure, Baltimore, pas de nouveaux enseignements. Alors pour Henry, clairement pas. Pour Zay Flowers, j'ai trouvé ça intéressant quand même parce que il a eu une utilisation très très importante dans un volume de passes assez bas, et ça s'est transmis par il finit WR1 de la semaine, hein. Et surtout, généralement, là où on l'a drafté, c'est généralement notre WR2, voire Ouais. 3 souvent. Ça fait plaisir d'avoir autant de points de son WR3. Aptine, ton top que tu aimerais highlight? J'en ai déjà parlé, mais Justin Fields et Rodgers. Mais sinon, je trouve que même pendant la draft et même en week 1, c'était peut-être parce que c'était le premier match de la saison, mais ça fait déjà 10 jours, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Javonte Williams, qui arrive dans une offense qui va beaucoup scorer. Il a marqué 20 points. Et je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez, donc ce serait bien Ouais. de mettre un peu de Non, attends. respect sur son nom. Mais Mais par c'est respect le pour but ton nom, moi, de jeudi soir, à 1h du coup d'envoi, j'ai sorti Javonte Williams de mes line-up. Jamais faire des Et, moves comme ça, tu le sais très bien. Jamais faire des moves et avant le voilà, game. c'était juste pour le sortir. C'est un peu comme si tu fais un airball sur le premier shoot du match. Je voulais le sortir, tu vois. Je vais dire, voilà, j'ai fait ma connerie dès le début, dès le premier match du week 1 de la saison. Et c'est le but, hein, de faire des chapitres comme ça, on touche un peu à tout le monde sans tout dire dès le premier chapitre. Au moins, comme ça, c'est maintenant qu'il faut parler de Javonte Williams. Et peut-être un petit mot sur Calvin Austin. On parlait de la situation Oui. de receveur numéro 2 chez les Eh oui. Steelers, qui a fait un match incroyable. Mais vraiment, en fait, des gros catchs, des defensive PI qu'il a provoqué. Donc, franchement, super match. Et si on craque pas, si on voit un Tyreek Hill qui commence à être dispo, et vu qu'on est vraiment sur une optique de gagner, ou en tout cas d'avoir une équipe la plus compétitive possible sur les 2 prochaines années, je ne serais pas étonné que derrière les Chiefs, c'est bien sur les Steelers qui essaient de se positionner sur un Tyreek Hill. Je pense qu'on a le coach pour le tenir, qu'on a une équipe qui peut lui donner un peu ce qu'il veut à court terme. Donc je ne serais pas étonné qu'on fasse un move, mais tant que le move n'est pas fait, Calvin Austin pour moi, je pense qu'il est quand même beaucoup dispo sur les waivers. Donc ouais, Calvin Austin, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il peut apporter quelque chose, une dimension que Metcalf n'a vraiment pas. Et ils n'ont pas utilisé beaucoup Roman Wilson, si? Non, pas sur ce match, non. Non, 0 target, ouais, ils l'ont quasiment pas utilisé. Beaucoup pris, moi, Calvin Austin en fin de draft. Bon, malheureusement, évidemment, sur mon bench, hein, mais Mais au moins, c'est qu'il a, hein. et encore une fois, je trouvais son ADP très bas par rapport à ce qu'il avait produit l'année dernière, hein, il nous avait quand même pas mal aidé en deuxième partie de saison. Ouais, mais c'est typique le joueur 2 qui est ou blessé ou qui te fait rien pendant un match, et généralement, les joueurs comme ça, tu les mets un peu de côté, quoi. Ouais. Moi, je voudrais juste signaler Dalton Kincaid, puisque c'est quand même un joueur qui s'est fait, désolé pour l'expression, chier dessus par tous les fans de fantasy l'année dernière, où en fait, on l'a bien vu, hein, Dawson Knox est une vraie belle compétition contre lui. Et bien là, il a fait 4 sur 4 et notamment un beau catch. Un beau catch en red zone, donc bravo à lui. Marc, reprends la main pour ton flop que tu aimerais highlighter. Flop, à l'écran, là, on a les 2 receveurs des Eagles, A.J. Brown, Devonta Smith. Le fait qu'ils soient tous les 2 là, c'est quand même cocasse pour une équipe qui a gagné son match et qui a globalement bien joué en offense. Donc ça trahit vraiment le style de jeu et l'utilisation de Jalen Hurts, qui je parlais d'une ligne de stats à la Jalen Hurts. Je crois que si j'ai celle de Hurts, je l'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'il a fait 18 ou 19 passes lui aussi. Où est-ce qu'il est 23 passes, tu vois. 19 sur 23, donc 19 sur 23, tu dis bon, les receveurs, ils ont dû être utilisés. A.J. Brown, il a eu une target, 8 yards. Smith, je ne sais pas combien il en a eu, mais pas beaucoup non plus, parce que et tous les receveurs, à eux, tous les receveurs des Eagles, ils ont eu une target share de 35%. C'est-à-dire que 2 tiers du volume de passe est allé au tight end et au running back. Je pense que c'est extrême.
Je pense que les Eagles vont peut-être faire un peu plus de passes dans certains autres matchs. Là, 23 passes, c'est vraiment très bas. C'est encore plus bas que ces moyennes de l'année dernière qui étaient déjà historiquement basses. Mais ça interpelle quand même. Et ça montre qu'il n'y a aucun vrai plancher pour ces receveurs des Eagles dans un match où ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de les utiliser, si tu veux. Donc, Ouais, c'est une équipe assez complète pour changer de scénario d'un match à l'autre, en fait. Ils peuvent faire un peu de tout. Donc, c'est vrai que pour la fantasy, on peut avoir des valeurs sûres, mais on peut aussi avoir des moments où c'est un peu down, parce que les mecs, en fait, ils ont de quoi attaquer de partout. Aptine, toi, ton flop. Alors j'ai dû regarder parce que quand je regardais ce que je t'avais envoyé, parce que j'étais plus sûr si j'avais dit l'attaque des Chiefs, mais j'en ai marre de, de Ouais. rentrer dedans. Mais non, j'avais mis du coup flop santé. Ouais, c'est ce qui se passe chez SF de manière un peu globale. Donc Kelsey, Jennings blessé. Et McCaffrey qui était, je sais pas, j'imagine que vous avez tous vu si vous avez X, et même Internet en général, et toutes les histoires qu'il y avait autour de McCaffrey et s'il est joué week 1. Donc il y a quand même une grosse zone d'ombre sur la communication autour des blessures chez les Niners. Et en fait, moi, ma marque l'a déjà un peu annoncé, mais l'utilisation de McCaffrey était flippante. C'était vraiment, je sais pas s'il restait à la fin pour pas nettoyer le stade, quoi. En fait, il était surutilisé. Après, ils n'ont pas le choix, ils ont gagné le Ils en match. avaient besoin, ouais. Toute sa carrière, ça a été comme ça. Toute sa carrière, même à Carolina. C'est Et, fou. et je trouvais que l'année dernière, c'était un peu plus. Enfin, l'année d'avant sa blessure, c'était vu qu'il était dans une équipe très forte avec des super receveurs. Tu avais Debo qui faisait un peu le taf, enfin, tu vois, qui prenait quand même du run, etc. Donc, si tu veux, je trouvais qu'on le chargeait moins. Là, en fait, ils ont juste pas le choix. Il est tellement fort, je crois qu'il fait 150 yards de scrimmage en S'il galère. avait eu un Franchement, touchdown, il aurait été monstrueux. ouais, et en fait, c'était dans un match où il se faisait quand même stopper presque tout le temps, quoi. En gros, il n'y a pas eu un big play qui fait j'ai pris 50 yards. En gros, c'était vraiment du tap du Ouais. début à la fin qui fait qu'il gagne le match et tout. Mais moi, juste, j'ai peur pour lui. Et je crois que je l'ai peut-être dans 2 ligues, et en tout cas dans ma principale. Donc, c'est pour ça que je regarde beaucoup. Mais moi, je trouve la situation flippante autour des joueurs clés d'SF. Mais t'inquiète pas, ils ont fait venir Kendrick Bourne aujourd'hui pour aider Ah tout ça. bah, écoute, bah, c'est bon. Alors. C'est parfait. Je retire mon flop. Merci. Marc, juste rapidement, puisque là tu n'as pas suivi généralement tes propres règles, tu as mis un joueur blessé, Xavier Worthy, dans les flops. Ouais, Mais donc, du je me coup, rappelais plus de ma règle, justement. tu peux peut-être réagir sur Nimodo Si, qui nous dit ouais, je vais et Jamar réagir. Chase. Je vais réagir parce que d'abord, ouais, sur ma règle, on peut tous se mettre d'accord aujourd'hui si vous voulez. Je me rappelais plus si je les mettais les blessés ou pas. Là encore, j'ai mis un joueur qui était starté partout et qui a fait 0, Xavier Worthy. Ouais, Mais il a fait 0 parce qu'il s'est blessé direct. oui. Est-ce que dans les semaines qui viennent, puisqu'on est 3, on peut le décider entre nous, vous voulez que j'exclue les joueurs excusés par une blessure, ou je les mets quand même pour highlighter le fait qu'ils nous ont fait perdre notre match-up? Ça dépend. Il faut qu'il ait joué 3 cartons, mais je ne vais pas te demander de regarder. Voilà, non, mais là, c'était. Ouais, s'il joue, d'accord, mais non, mais c'est vrai que c'est pas très grave là, mais c'est vrai qu'il y a Non, non. Jamar Chase, on peut du coup Donc passer. ouais, donc il y a Jamar Chase et il y en a d'autres. Donc j'ai toute une liste de receveurs qui ont été horribles et qui méritent tous d'être dans cette liste de flop à eux tout seuls. On a dit les 2 receveurs des Eagles. Jamar Chase, 3,6 points pour le 1-0-1 Mes choix, consensus ouais. de toutes les drafts. C'est son plus mauvais match depuis week 14, son année rookie. J'ai été obligé de regarder pour être sûr. C'est son plus mauvais match fantasy. Je donnerai des raisons dans 2 secondes. Terry McLaurin, 3,7. Nico Collins, 4 points. George Pickens, 4,5. Jameson Williams, 4,5. Calvin Ridley, 4,7. T. Higgins, 4,8. Et on peut même ajouter Jalen Waddle avec 5 points. Non, mais Nimodo, t'es dans mon piège. Hein. Tu penses qu'il n'avait pas parlé de Chess, il a préparé une page sur Chess derrière et vas-y. Tous ces joueurs-là, C'est ça, Fantasy Baller, ça travaille. à moins de 5 Exactement. points pour le match d'ouverture. Et Chase 3,6 du coup. On a Joe Burrow qui est là avec 8,8. Et Joe Burrow, j'ai une stat pour vous aussi, si je la retrouve. Joe Burrow, où est-ce qu'il est, ils ont gagné leur match, donc déjà ça c'est une bonne chose, mais grâce à leur défense, je crois qu'ils ont marqué genre 7 yards dans le deuxième mi-temps. Il a marqué 3,2 points, 8,1 points et 8,8 cette année en week 1 les 3 dernières années. Donc c'est vraiment des coutumiers du fait, les Bengals. Ah ouais. Ça fait 3 années de suite qu'ils nous pondent une merde monumentale week 1 et que derrière, l'offense se met en marche. Ça revient au point qu'on avait évoqué l'année dernière, où
il y a très peu de matchs de pré-saison qui sont pris très sérieusement. Ils jouent peut-être un carton par-ci par-là, mais le reste, c'est que du training camp. On joue plus trop la pré-saison parce qu'on veut pas se blesser. L'année dernière, il y avait T. Higgins qui était en plus pas là. Enfin, il faisait tout un truc. Là, cette fois-ci, ils étaient tous. Pour une fois, Joe Burrow s'est pas blessé. Pour le moment, on touche du bois. Mais n'empêche que le résultat est le même. Tu as l'impression que cette offense, elle est pas du tout en place pour week 1. Et elle est en rodage, quoi. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Donc, je suis pas spécialement inquiet pour Chase. Je serais dégoûté si je l'avais. Enfin, je l'ai d'ailleurs dans deux ligues où j'avais le 1-0-1. Mais je suis pas pareil. Lui, je suis pas spécialement inquiet. Je sais que Chase, il va marquer ses points. Il y aura pas de souci. Rapidement, Aptine, pas inquiet non plus? Non, pas inquiet du tout. En plus, j'ai l'impression qu'on minimise le fait que c'était Cleveland qui était en face. Et sans les deux qui grattaient, le match est perdu. Et franchement, j'aurais bien voulu qu'ils perdent parce qu'ils méritent vraiment de perdre les Bengals. Mais juste que Cleveland est une équipe de merde et historiquement nulle. Donc, s'ils veulent rester dans ce truc-là, qu'ils restent. Mais surtout que pour Chase, déjà, de 1, il y avait un moment, il était à 2 de mettre un TD, mais il y avait une défensive passe interférence. Et on en parlait déjà, c'est qu'à chaque fois, nous, on voulait un peu instaurer des points qui sont donnés pour tous les pays qui sont provoqués par les receveurs, mais ça n'existe pas. Mais typiquement, c'était le cas. Sinon, il avait son TD qui lui était offert. Et surtout qu'il avait là l'un des 3 meilleurs cornerbacks sur le 2 pendant tout le match, qui était Denzel Ward. Donc au final, il y a quand même, c'était un flop. C'est un flop, c'est sûr, oui. Surtout pour le premier choix de la draft. Mais c'était un flop un peu prévisible si tu prends en compte que c'était la week 1, c'est les Bengals, Denzel Ward, et que c'est des connards week 1. J'ai déjà dit 2 fois, mais c'est vraiment important de mentionner. Super, on va passer au waiver All-Star et pour ce faire, Marc, je vais te poser une question. Et tu vas y répondre également en expliquant un petit peu ce qu'on fait en termes de stratégie avec ces FAB, donc cet argent que vous avez dans la banque en début de saison pour pouvoir acheter des joueurs sur le waiver. Et ma question, elle est simple, c'est Quentin Johnston, mon cher Marc, qui nous a fait une performance historique dans sa carrière. Est-ce que du coup, on doit dépenser une chier de fab demain pour Quentin Johnston? Et comment toi tu gères rapidement dans la saison, au début de saison, comment toi tu gères cet argent? Alors, comme dans beaucoup de réponses, je vais te dire ça dépend. Mais ça dépend dans le sens où il faut essayer de connaître un peu sa ligue et il faut connaître le format de sa ligue et aussi ses league mates, les autres joueurs qui sont dans la ligue et comment ils se comportent et s'ils ont besoin d'un joueur, etc. Donc, c'est ça qui rend le fab si intéressant. Pour un joueur comme Quentin Johnston, typiquement, si on se dit, alors déjà, évidemment, il faut se poser la question, quelle est notre projection pour Johnston pour le reste de la saison? Est-ce qu'on se dit, finalement, ouais, c'est un bon joueur, l'offense des Chargers va l'utiliser dans ce rôle qu'ils ont fait contre les Chiefs. Peut-être pas, évidemment, 22 points toutes les semaines, parce que de toute façon, les défenses vont s'ajuster, mais ce ne sera pas le Johnston de l'année dernière. Ça sera un bon joueur qu'on pourra aligner peut-être en WR3, imaginons pour l'exemple, toutes les semaines. Un joueur qu'on peut aligner en WR3 toutes les semaines, il n'y en a pas tout le temps sur le waiver. Il n'y en a pas tous les jours. Donc, la question, c'est combien est-ce qu'on met sur Sleeper, sur certaines, pas sur nos ligues FB parce qu'on a enlevé l'option, mais sur certaines ligues de base, et il y a quelques ligues où je participe où il y a encore, ils mettent une fourchette recommandée par rapport à ce qu'ils voient, eux, ce que les gens mettent. Et il faut savoir que les Américains, culturellement, ils ont tendance à mettre beaucoup plus que les Français en termes de fab. Nous, on est plus conservateurs. On aime garder notre budget. Les Américains, ils disent un WR3 qui start toutes les semaines, si vraiment tu crois que c'est ça, Quentin Johnston, franchement, il n'y en aura pas tout le temps dans le wire. Et les meilleures opportunités, elles se passent week 1, week 2. Et après, elles se passent s'il y a une blessure. Mais sinon, c'est aujourd'hui que tu peux trouver. L'année dernière, tu vois, typiquement les Bucky Irving, les Chase Brown, les mecs comme ça, tu voyais une utilisation les premières semaines qui disait, tiens, lui, il va être intéressant. Là, actuellement, il y a marqué entre 15 et 30 $ pour Quentin Johnston. Sachant qu'il a joué en plus le vendredi soir, donc ils ont eu tout le week-end, les gens, pour se dire, oh putain, il y a un mec qui a marqué 23 points. Vas-y, je mets de l'argent, tu vois. Donc, je serais intéressé de voir mercredi à combien il part dans nos ligues à nous. Ma prédiction, ça serait plutôt autour de 5-10, mais je serais pas surpris s'il faut mettre un petit peu d'argent pour avoir Quentin Johnston. Donc voilà, donc vous allez mettre 8 et Marc va mettre 11 et va vous voler Quentin Johnston. Bien joué, Marc, belle stratégie. De manière générale, toi, Aptine, est-ce que tu es un dépensier rapidement dans une saison
Ou tu es du genre à patienter à mort avec ton pognon? Alors non, mais là, on va me dire que je me la raconte, mais je réussis souvent mes drafts, donc je suis pas en galère dès le début. Donc je veux dire c'est comme ça. C'est important aussi. Non, mais pour le coup, vraiment, en fait, après, ça dépend des trous. Là, je suis en train de regarder, par exemple, ce que j'allais faire sur la guillotine. Et parce que celui qui a perdu va lâcher Chase Brown. Et j'ai regardé, en fait, que mes AJ receveurs. Brown. Non, Chase Brown. Ah, ok, pardon. Pas Chase. Non, 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 non. AJ Non, Brown. Chase. Ah, Jamar Chase, ok. Jamar Chase. Et du coup, je suis en train de me dire combien je vais mettre. Et je suis parti regarder les receveurs. Donc, juste peut-être par rapport aussi à vos besoins, quoi. S'il y en a qui sont partis sur une 0 RB, là ils ont besoin d'RB, c'est le moment de mettre beaucoup d'argent sur les RB qui sont sur la droite de l'écran. Donc moi franchement, Ouais. c'est s'il n'y a pas trop de gros trous dans votre effectif, gardez. Et si vous pensez qu'il y a un truc qui est un tight end où vous êtes vraiment nul et qu'il y a Kincaid qui est peut-être dispo, c'est aussi possible parce que Kincaid il partait vers les 14 ou peut-être après. Ouais. Je sais pas, peut-être vous êtes dans une ligue où Kincaid est dispo et que vous avez pire que lui, ben allez-y quoi. En fait, c'est vraiment par rapport au trou. Moi, je pense pas mettre grand-chose par rapport aux noms qui sont marqués. Peut-être Calvin Austin, mais si je suis même pas sûr qu'il parte super cher par exemple. En tout cas, Mais oui, ouais, vas-y. non, Vas-y, j'allais je juste t'en prie. compléter, ouais, pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment effectivement, faut penser, faut pas se dire tiens combien il vaut, etc. Faut se dire combien de matchs il peut être titulaire dans mon équipe. Ben oui. Si tu te dis tiens Ja'Cory Cross mérite, il est comment dire dispo. C'est un mec qui peut avoir le rôle de Brian Robinson l'année dernière. Brian Robinson, c'était un très bon RB2. Tu peux le starter toutes les semaines. Il n'aura pas un upside de ouf, mais il a un floor intéressant. S'il est dispo, combien de fois je vais avoir un mec comme ça qui peut starter dans mon équipe toutes les semaines si j'ai starté 0 RB? Mais c'est pas quelqu'un qui va faire une Chase, enfin je pense, c'est pas quelqu'un qui va faire une Chase Brown de l'année dernière et sortir de nulle part et finir top 5 RB pour la deuxième moitié de saison. Donc il a pas cet upside là. Lequel je suis prêt à mettre plus d'argent pour avoir? Ou alors, est-ce qu'au contraire, j'essaie de survivre le plus longtemps possible avec mes joueurs pour avoir plus d'argent que les autres vers la fin de la saison quand il y a des blessés à remplacer, etc. Et qu'en attendant, je suis un peu intelligent. Donc, il y a vraiment des écoles, et pour moi, l'important, c'est de dire, il n'y en a pas une qui a raison. C'est si vous avez envie de dépenser de l'argent rapidement sur un joueur que vous voulez vraiment, tu vois, allez-y, quoi. Ne mettez pas 100 balles sur Daniel Jones, c'est débile. Personne ne mettra 100 balles sur Daniel Jones. Mais c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de rajouter des joueurs le reste de l'année. Je pense qu'il faut pas être trop conservateur, mais il ne faut pas non plus... faut pas hésiter à aller chercher ces mecs, mais pas... voilà. On le répète tous les ans, mais ce que vous n'avez pas utilisé, ça va pas tomber sur votre compte en banque. Vous pouvez y aller. Exactement, ouais. Je réponds à Antonius qui dit le waiver All-Star, c'est une bonne idée, mais dans une ligue de 12 joueurs, tous ces joueurs sont sous vos prix. Attention, le waiver All-Star, ce sont les meilleurs joueurs qui sont souvent dans le waiver au moment où ils jouent. Il se trouve que là, évidemment, c'est week 1, donc c'est plutôt les joueurs non draftés dans vos ligues ou alors draftés très 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 bas, c'est-à-dire pas les stars. Vous verrez que dans les prochaines semaines, évidemment, ce tableau-là sera rempli de joueurs aussi un peu underdog qui ont fait une performance supérieure à celle qui est prévue. Dans la slide que je suis en train de montrer, donc pour ceux qui sont en vidéo, le tableau de droite, c'est les waiver wire potentiels que vous pouvez aller targeter demain. Et là, on voit des Daniel Jones, par exemple. Daniel Jones, je doute qu'il soit énormément drafté dans vos ligues de 12 joueurs. Dylan Sampson, Kenneth Gainwell, Harold Fannin, Calvin Austin, Trey Tucker. Ces joueurs-là, en théorie, ils sont dans un pourcentage de possession assez faible. Et donc, c'est ça la vraie liste de waiver wire. Johnston, c'est 9%. Hein. Voilà. Johnson, c'est 9%. Alors, certes, sur l'écran d'avant, mon cutoff, c'était 60. Donc, il y en a plein qui sont des Trey Benson. Ouais, ok, je pense que dans vos ligues, ils seront pris. Cross qui mérite, je l'ai mis parce que je trouvais qu'il méritait plus que d'autres. Mais je peux aussi rabaisser, si ça intéresse tout le monde, légèrement ce cutoff à 50%. Mais en vrai, il y aura forcément des ligues où ils sont dispo, ces mecs-là. Le tableau, c'est plus pour parler de joueurs qui ont surperformé par rapport à ce qui a été prévu. Et d'ailleurs, tu as parlé de Cross qui mérite. Vas-y, Marc, tu peux répondre à cette question. La running back room de Washington, du coup, pour toi, tu as dit Cross qui mérite, mais ça se trouve, Cross qui mérite, il est presque devant Eckler. Toi, t'en es convaincu? Globalement, oui.
Pour moi, c'est Brian Robinson. Ils ont annoncé juste avant le match que Chris Rodriguez n'avait pas joué. La grosse crainte, c'était qu'il y ait 3 joueurs qui jouent. Finalement, il n'y en a que 2. Donc pour moi, il a juste pris rôle pour rôle le rôle de Brian Robinson, qui a un rôle 50% des carries, pas beaucoup de targets. Malheureusement, pas de goal line. Donc toutes les targets vont à Austin Ekeler. Donc ça, on sait que les targets, ça a plus d'importance que les carries en fantasy, surtout en PPR. Les goal lines, c'est souvent Jayden Daniels. Donc lui, il en a eu une cross qui mérite dans les 10 yards, et d'ailleurs, il a marqué le touchdown. Mais ça sera un joueur qui aura pas, tant qu'il n'a pas un rôle un peu plus important à la réception, ou qu'ils n'essayent pas de protéger Jayden Daniels à la goal line, il n'aura pas un upside de ouf. Mais il a un rôle de RB1, et c'était un joueur qui était quasiment pas drafté jusqu'à dernière semaine avant la saison. Donc ouais, pour moi, la hiérarchie est relativement claire maintenant. Cross qui mérite, c'est Brian Robinson. Éclair, c'est Éclair. Il prend tout le jeu à la réception. Pas beaucoup de carry. Et Jayden Daniels, il est là pour, de toute façon, limiter un peu l'upside de ce jeu de course en général. Petit rapid fire pour parler des joueurs qui ne sont pas forcément dans les listes qui sont face à vous. Aptin, on parlait de Washington là. Deebo Samuel, 19,1 points avec 7 sur 10 à la réception. Meilleur que l'on aurait imaginé. Est-ce que c'est un danger pour McLaurin? Oui. Est-ce que je dois commenter ou juste oui, ça suffit? Rapidement. Rapidement, on est un petit peu en retard, donc rapidement. Non, parce qu'on sait que McLaurin, ça sera on va dire la personne qui aura peut-être la plus grande régularité sur les weeks. Mais on sait ce qu'un Deebo Samuel en forme, et je dis pas en forme gros, hein, en forme pas blessé, Oui. ce qu'il peut faire, et surtout les différents plays qu'il peut amener. Et j'ai juste pas envie que ça devienne trop. Comme ça a été par exemple un week-end où en fait McLaurin, tu le vois pas dans un match qui était pourtant assez ouvert, où il pouvait quand même marquer. Mettre Deebo Samuel autant d'avance. Après, c'est peut-être la week-end et tu veux un peu mettre tes nouvelles têtes en confiance. Donc, Ouais. non. Et puis aussi, McLaurin, il a commencé à s'entraîner il y a une semaine, non? Ouais, Vraiment, c'était les contrats, mais il s'entraînait. moi, je Bah, pense que non, il s'entraînait pas. Il était en Ouais. Il s'entraînait de son côté, il n'est pas Oui, arrivé. mais après, d'accord, mais je veux dire, il s'entraînait de son côté, mais donc c'est pas pareil que s'il avait fait tout. Ok. Donc c'est un peu comme Higgins l'année dernière, ça a commencé doucement et ça Oui, va mais monter c'est en différent, puissance. c'est pas comme s'il venait d'une autre équipe. Enfin, tu vois, tous les plays, il Bah, les Higgins, avait. c'était pareil. Higgins, il était dans son équipe, mais il a commencé super doucement l'année dernière. Enfin, du sang, allez-y. J'attendais du sang depuis le début, il n'y en a pas eu. Mais en plus, on est d'accord, on est tous les deux d'accord, c'est juste que je suis d'accord avec Captain que McLaurin va remonter en puissance tranquillement. Ça va prendre un peu de temps. Je suis d'accord que vous êtes d'accord. Marc garde la main. Keenan Allen, 16,3 points Ah, avec ça, le j'étais retour aux content. Chargers, 7 sur 10 à la réception. Est-ce que c'est juste le symbole d'une offense qui était en sur-régime? On en parlait avec Justin Herbert. Ou alors c'est potentiel league winner en comparaison avec son ADP? Ouais, moi, je pense plutôt. Et n'importe quoi, Marc, n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que tu joues pas C'est au parce foot. que je l'ai Tu peux pas drafté. répondre à cette question. Depuis que ce clown incompétent de Mike Williams n'est plus là. Non, ouais, Kylian Allen, à mon avis, league winner, je sais pas, ça dépend de la définition du league winner, mais je pense que pour moi, c'était une value à son ADP. Les gens l'ont un peu oublié après son année à Chicago. Là, il retrouve un joueur avec qui il avait fait ses meilleures années, Justin Herbert, une belle offense. Non, je pense qu'il va largement dépasser son ADP tant qu'il est healthy et que voilà. Keenan Allen a fait du Keenan Allen, ça c'est certain. On l'a bien revu, ouais. Mais il avait besoin de ça parce qu'au final, il lui manquait vraiment, tu sais, le receveur, faire down, t'es en Le galère. go-to guy, bien sûr. Exactement, mais vraiment, ouais. Tout à fait. Moi, je suis content pour lui. Aptin, Keishon Boutti, 13,3 points, 6 sur 8 à la réception. Est-ce qu'on s'est trompé sur l'ordre des receveurs à New England? Oh, celle-là, elle est dure. Sûr. Celle-là, elle est dure. Je ne sais pas. En fait, pour moi, les Patriots, moi, je cherche beaucoup, tu vois, de régularité et d'avoir un peu, je sais, quand je starte quelqu'un, je sais un peu ce qu'il a ramené. Pour tout ce qui est de l'équipe des Patriots, hormis le quarterback, ça va être pour moi un bordel que j'évite. Il y a quand même Stephen Diggs et Demario Douglas à côté de lui. Je pense qu'avant le début de la saison, on était tous d'accord pour mettre Stephen Diggs et Demario Douglas devant.
Est-ce que, voilà, Mais de là à les starter, moi, enfin, tu vois, dans aucune ligue, j'ai dit que je me dis, je peux le starter. En tout Ok. cas, pas dans la première week. Et en fait, là, ça confirme un peu. Au final, c'était un match qui était pourtant équilibré. Je m'attendais à avoir Dix plus. C'était typique le genre de jeu. On parlait de third down receiver. Tu l'as ramené pour ça. Et en fait, ils ont préféré quelqu'un d'autre. C'est un week 1. On va pas commencer à s'enflammer. Mais moi, la bet chart enfin, la WR Room des Patriots, je n'arriverai pas à avoir un avis avant week 16. Ouais, j'avoue. Mais le truc intéressant avec Bouty, c'est qu'on sait que c'était un joueur super talentueux qui avait eu une blessure qui a failli mettre en danger sa carrière. Et que l'année dernière, avec May, il avait mené son équipe en air yards déjà. Alors, certes, il n'y avait pas Diggs, mais on sait que après que May ait pris le rôle, Bouty, il faisait des bons matchs déjà. Et donc, dans son rôle à lui, on sait qu'il avait du talent. Donc, c'est pas comme si c'était un mec qui sortait de nulle part, malgré son. Je sais même plus s'il a été drafté ou pas, mais c'est un peu comme Isaiah Bond, rien à voir, mais Isaiah Bond qui a été non drafté, mais qui est à Cleveland pour les dynasties, je vous recommande de l'ajouter parce que c'est quand même un joueur talentueux. Même s'il avait été non drafté, il pourrait sortir en cours de saison ou l'année prochaine. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'il est trop tôt aujourd'hui pour lâcher des joueurs que tu as draftés parce que tu sais pourquoi tu les as draftés. Et surtout qu'il n'y a Oui, bien pas, sûr. on va dire, de grands blessés. Donc au final, tu peux pas vraiment te dire, ah bah vas-y, il y en a qui a fait un bon match. Par exemple, Calvin Austin, est-ce qu'il mérite plus sa place qu'un receveur dont tu avais confiance, mais jusqu'à arrêter son week-end. Donc là, c'est vraiment difficile. C'est où tu as eu des blessures. Là, enfin, dans l'écran que tu montrais, type tie end, 4-5 semaines, faut que tu ailles prendre un mec pour te dépanner pendant qu'Ethan n'est pas là. Mais là, c'est vraiment, est-ce que c'est des noms où tu dis que tu peux tèche quelqu'un sur qui tu as misé qui n'est pas blessé? C'est vous et votre roster, mais Non, c'est quand bien même sûr. Non. Je parlais pas de Tej, j'étais vraiment pour histoire de parler de non, depth non, chart. non, non, je sais, mais de Euh, manière générale, parce que je sais que c'est une question qui peut arriver. Bah oui, bien sûr. En restant sur la Non, depth mais chart, pour Marc, remplacer Wardy, s'il va sur l'IR, par exemple, ou des trucs comme ça peut être pas mal. ouais, voilà. Marc, J.K. Dobbins, est-ce que c'est le numéro 1 à Denver? Ouais, malgré les scores que vous allez voir, qui sont assez proches, je crois, Dobbins, c'était le clair numéro 1 en termes d'utilisation. Je crois, de mémoire, 75% des carries. Je dois avoir quelque part ici, parce que j'ai Dobbins dans pas mal de ligues. Je l'avais noté. Mais ouais, par contre, je pense que cette utilisation-là, elle va s'équilibrer au fil de la saison. Et Encore une que fois, c'est un Harvey rookie, l'autre. Eh c'est oui. ça, c'est un rookie, ça va s'équilibrer. Dobbins, on sait qu'en plus, il a toujours un potentiel de blessure important. Donc, moi, pour le moment, si j'ai Dobbins, je le garde. Je suis très content. Peut-être que s'il fait 4-5 bons matchs comme il avait démarré un peu l'année dernière, je ferai la même chose que l'année dernière. Je le vendrai au bout d'un mois. Si tu n'as pas de commentaire, Aptine, je vais laisser Marc garder la main, tu vas comprendre pourquoi. Marc, Tyrone Tracy, c'est symbole d'une mauvaise Putain. journée ou est-ce plus grave que ça? On a réussi à faire 1h07 sans parler des Giants. C'est sans compter sans ton host préféré. Non, peut-être Tracy, c'est le reflet de son offense. L'offense entière a Voilà, été très ok. faible. C'est la mauvaise journée. C'est la mauvaise journée, sauf qu'on a dit mardi, les Giants ont un calendrier absolument horrible. Oui, tout à fait. Là, on va jouer contre, j'ai déjà oublié, mais je sais que week 3, on a KC, week 4, on a les Chargers. Je crois que cette semaine, on a Cowboys. Donc franchement, si c'est ça, cette offense, ça va être compliqué pour Tracy, d'autant plus que le seul carry sur la goal line qu'ils ont eu, ils l'ont donné à Skatebo. Donc, Qui était bon. Ça, vous jouez les Cowboys en week 2, tout à fait. ouais, c'est ça, Cowboys, et derrière Chiefs et Chargers. Non, franchement, si vous avez Tracy, bon Ça vous courage. apprendra tellement à flex pendant toute la pré-saison. Bon courage avec Tyrone Tracy. Mais par contre, il avait, la seule bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que il était clairement le RB1, Singletary absolument pas utilisé, Skatebo très peu utilisé, sauf sur ce goal line carry en question. Et que si Jackson Dart vient, on ne sait pas. Jackson Dart, il a fait des très belles choses en pré-saison. Et à mon avis, vu la performance de Russell Wilson hier, ça pourrait arriver plus tôt que prévu. La dernière, elle est pour toi, Aptine, puisque c'est une équipe que tu aimes beaucoup. Est-ce que Harold Fanin, parce qu'apparemment Marc dit Ligmate, mais dit Harold Fanin, donc c'est très drôle, tu serais adoré chez TDA. Est-ce que Harold Fanin Et le vin au sein. est-il finalement une plus grosse menace que prévu pour Njoku? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que c'est le moment de le stash avec les premières blessures qu'il y a eu? Je pense que oui, parce qu'il suffit juste que Njoku tombe et Fanin devient un vrai taille 1 numéro 1.
parce qu'on sait que Flacco joue beaucoup avec ses tight ends. Flacco fait du bon football. Et je pense que pour que Cleveland gagne quelques matchs et fasse un bon foot, il faut que Joe Flacco soit sur le terrain. Et Joe Flacco passe par ses tight ends. Donc tout de suite, non, mais je pense que si on peut dès maintenant le stash Voilà. je faut le pense que stash tout de suite parce qu'il sera parti. ce sera Alors, pas mal. stash, pour ceux qui démarreraient la fantasy, stash, c'est quand vous prenez un joueur et que vous le mettez sur votre banc en attendant qu'il y ait eu un scénario vous permettant de le démarrer, comme par exemple une blessure. Et par rapport à ce que disait Marc sur la stratégie, par rapport au FAB et l'argent que vous avez, donc ne mettez pas la même somme d'argent si vous pensez stasher un joueur que s'il est startable dès la semaine suivante. Mais Merci beaucoup. juste pour ajouter vite Oui, fait avant bien de sûr. partir, donc Fanen et Njoku, ils ont joué tous les 2 quasiment, tout le match. Donc Oui, ça, c'est intéressant aussi. C'est pas l'un ou l'autre nécessairement. Et Fanin a eu 9 targets, c'était numéro 1 de son équipe. Donc il est possible que Flacco joue tellement avec ses tight ends que du coup, ils vont jouer avec 2 tight ends quasiment tout le match en vrai, et qu'ils ce sont serait complets. une très bonne Steelers solution aussi. pour les Browns, d'ailleurs. Ouais, ouais. Monday C'est Night un truc de Football. vieux, ça. Les vieux QB qui jouent avec de tight Ah ends. bah oui, Ouais, c'est bah ouais, exactement mais ça. bon, Faut les pour le protéger. coup, tu 2 tight ends avec de bonnes mains, Un tu fullback, un ravi. running back, 2 Ah tight oui, ends, voilà. eh bah ouais, Et Jerry Jeudy sur le côté, là-bas au fond. Nous, on forcément. a fait la même chose avec les Steelers. Regarde, on a pris Jonnu Smith, c'est pour cette raison. Ouais, ouais. Jouer en 12 personnels, donc un running back et 2 tight ends, ça revient très fort à la mode. On était censé faire la même chose à Carolina. Mais bon, on écoutera le podcast pour en savoir plus sur cette bouse. Monday Night Football. Monday Night Football, vos attentes particulières rapidement. Je crois, Captain, tu parlais d'attaque cohérente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors déjà, je veux dire Des que Bears. j'attends pas grand-chose parce que je gagne tout pour le week-end. C'est Voilà. extrêmement étonnant. Un Ce vieux petit gars qui a préparé sa vanne. 7 à 9 des familles, ça m'irait très bien moi aussi. Donc je suis très content, mais plus sérieusement, je parlais de cohérence parce que c'est tout ce qui a manqué l'année dernière aux Bears, malgré le fait qu'on se dise de Caleb Williams qu'il est générationnel, qu'on fasse envoyer 60 ballons par match. Si à un moment tu n'as pas de plan de jeu, il peut rien faire. Donc là, on a vu, surtout avec l'arrivée du coach offensif des Lions, et on a vu à l'écran, on voit à l'écran ce que ça donne sans ce fameux coach offensif, les Lions. Donc moi, je suis très pressé de voir demain matin, je n'allais pas dire que j'allais suivre en live, ce que ça va donner parce qu'il y a quand même énormément de skill players aujourd'hui chez les Bears. Un peu moins sur le poste de running back, mais je pense qu'ils peuvent s'en passer pour voir ce que ça va donner. Donc juste une attaque cohérente, un bon match de Caleb Williams et juste de l'amélioration côté Bears. Côté Vikings, c'est super simple, j'attends juste de voir ce que McCarthy donne. Point. Ouais. Bon, pas bon, je m'en fous, je veux juste le voir jouer. Pareil que toi Marc, sur les Vikings et sur les Bears. Moi, je veux voir aussi leur O-line où ils ont investi énormément et contre une équipe des Vikings qui était, je crois, numéro 1 l'année dernière en blitz. Voir comment ils protègent un peu Caleb Williams, si Caleb Williams panique ou pas et voir une vraie amélioration. Parce qu'on a vu les Lions, on n'en a pas trop parlé, ça sera pour une autre fois, mais premier match un peu décevant, hein, post Ben Johnson. Ben Johnson, ouais. J'allais en parler, ouais. Ah bah ouais, tu Bah, peux. Mais en vas-y, tout hein. cas, voilà, Chicago, pour moi, j'attends ça cette nuit. Bah ouais, en fait, c'était le seul point que j'avais, c'était de savoir si justement l'effet Ben Johnson et notamment côté running back de Chicago, est-ce qu'on allait voir un one-two punch comme on pouvait avoir à Détroit et notamment aussi un one-two punch côté tight end. Est-ce que c'est du coup ça la patte Ben Johnson ou non? J'ai envie de voir avec Chicago. J'ai pris Caleb Williams dans pas mal de ligues justement en espoir 2. Malheureusement pas Swift, mais Swift, la seule chose qui me fait peur, c'est que Ben Johnson n'en voulait pas à Détroit. Donc, on va voir ce qu'il en fait là maintenant à Chicago, mais c'est ça que j'ai envie de voir. Et peut-être que le move intelligent, si vous cherchez un running back en waiver, c'est de prendre Kyle Monangay dès maintenant, gratuit, avant le match, et de ne pas attendre justement les waivers du mardi pour avoir besoin de dépenser votre fab. Oui, Alexandre Monangay, ouais, one-two punch. J'ai pas dit le je me deuxième. Hein. T'as remarqué que Ouais, j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai pas dit le deuxième. je me suis sacrifié. Allez, très rapidement, pour ceux qui nous écoutent en podcast, attention à déjà quelques petites blessures. George Kittle, on en a parlé parce que l'incidence sur CMC a été très très forte.
Brock Bowers est un petit peu blessé également. On pourrait penser à regarder ce que vaut Michael Mayer, par exemple, au cas où, à stash. Maintenant, vous avez le terme. Drake London a également une blessure qui, elle, pourrait poser de réels problèmes à Atlanta. Donc, à suivre. Xavier Worthy, on en a parlé. Evan Engram, qui a été, je pense, un vrai problème pour beaucoup de managers fantasy cette semaine, puisque pour beaucoup, il a été drafté quand même 6e, 7e tour. Evan Engram, au 8e tour. Johan Jennings, on revient encore une fois aux blessures côté San Francisco. Et Aptine en parlait tout à l'heure. C'est Messieurs, est-ce vraiment que un vous avez match un de dernier merde, mot? ce Titans-Broncos. Oui, c'était pas ouf, ouais. Regarde, juste avant de partir, Vas-y, je sais pas si on arrive à le lire. Attends, Non, on n'arrive pas à le lire, alors je vais vous le dire. Je te mets, regarde, je te mets en grand écran. Ouais, mais je pense pas qu'il arrive à voir moi. Non. Je reçois une offre de trade pendant qu'on est en train de parler de Justin Fields pendant l'émission. Hein. Wandale Robinson et Spencer Rattler en échange de mon Justin Fields. Est-ce que c'est Fred qui t'envoie ça? Il a créé un C'est nouveau très compte. gentil. C'est un certain Libéré Tua, Antoine Droissard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il travaille chez Decathlon à Roubaix. Donc allez lui casser la gueule de ma part, s'il vous plaît. Il est en charge du... Je vais le balancer parce que là, il se fout de ma gueule. Il est en charge du sport US chez Decathlon. Donc si vous êtes mécontent de Kipsta, de n'importe quoi, demandez-moi son adresse. Je vous De file Alexandre son adresse pro. Sarr. Voilà, je vous donne son adresse email pro, sans problème, son téléphone. Vous pouvez le pourrir de ma part. Voilà. Je sais pas si tu as écouté le warm-up à Aptine hier, mais c'était moi qui étais énervé de Alexandre Sarr. Ah ouais, non, très bien. Eh ben, merci messieurs. C'était le premier round-up de la saison. En tout cas, moi, je suis super content. Je trouve qu'on a eu du bon football. Je trouve qu'on est déjà dedans. Franchement, je suis archi content. Grave. C'est reparti. C'est reparti. Moi, j'ai passé c'était un super moment avec vous. N'oubliez pas de nous suivre partout. Hein, je l'ai dit, Fantasy Ballers F sur X, Fantasy Ballers FR sur Instagram et sur YouTube et Twitch. Si vous nous voyez passer, n'hésitez pas, on like, on partage, on met des 5 étoiles, bref, tous les trucs qui font plaisir. On est premier podcast francophone sur la fantasy, il faut le signaler, donc merci à vous. Et puis une 60 et quelques mondiales, donc c'est pas rien, mais j'espère qu'on peut faire encore plus dans les années à venir. Donc continuez à nous soutenir, vous avez le QR code en haut à droite de votre écran pour nous soutenir aussi financièrement, même 50 centimes nous aident toujours. Des gros bisous et puis je vous dis à lundi prochain, à dimanche pour moi le warm-up, il y a jeudi évidemment le halftime show. Ciao messieurs. Ciao, ciao. Au revoir.